Au milieu d'un combat, un homme sourit avec espoir. Ils ont enfin réussi à aller aussi loin, s'ils peuvent juste battre cette chose. Avant même de terminer sa phrase, il s'est fait transpercer la poitrine. Il observe un instant, tétanisé par ce qu'il vient de voir avant de tomber sur ses genoux jusqu'à s'effondrer au sol. Il voit. Cette attaque est fatale. Au final, est-ce qu'il va mourir sans avoir pu faire quoi que ce soit ? Un jour, une menace inconnue est soudainement apparue et a détruit un continent entier. L'ennemi ultime de l'humanité, l'exterminateur. Le groupe créé pour protéger l'humanité comprenait un homme qui a survécu à une géante météorite sans la moindre égratignure. Il est le bouclier protecteur du monde Brian Miller. Il y a aussi une grande sage dont sa puissance égale celle d'une division entière, Bella Albright. Un archer qui a abattu un dragon de haut niveau d'une seule flèche, il est l'archer divin Jacob Bloomfield. Il y a aussi la femme épéiste la plus puissante ayant jamais existé, la sainte de l'épée Amy White. Ce sont eux, ceux de la soi-disant unité de soutien. En réalité, ils ne sont que des pions sacrifiables. Et enfin, le soldat Greylee. Au sein de son esprit, il pense que ces types sont vraiment d'un autre niveau. Il savait que les diplômés de l'Académie de l'Union mondiale étaient incroyables, mais il ne savait pas que la différence entre eux serait aussi grande. Alors qu'ils combattent l'exterminateur, ce dernier bloqua leurs attaques comme si de rien n'était. Grey se demande si ça a même de l'importance que unité de soutien soit là ou non. Alors qu'une fille bondit dans les airs, elle se contente uniquement de lancer son attaque afin d'éradiquer l'exterminateur. Face à la mort ainsi que cette scène, Grey n'en pouvait plus retenir ses larmes. Eux aussi, ils se sont entraînés dur. Pourtant, ils n'arrivent pas à remporter cette guerre. Face à toutes ces attaques simultanées, l'exterminateur a fini par se faire frapper. Ce dernier demande à la fille si elle a réussi à le blesser. Très bien. Dans ce cas, il va arrêter de jouer avec eux. Il se concentre avant de lancer son attaque destructrice qui les anéantisse tous. L'ennemi ultime de l'humanité a tué tous les membres de l'unité de soutien comme si c'était des déchets. Grey n'en pouvait pas croire ce qu'il vient de voir. Les a-t-il éliminés d'un seul coup ? Il a dit qu'il jouait simplement jusqu'à maintenant. Grey ferme les yeux et pense qu'il n'y a absolument aucun moyen pour eux de gagner ça. Alors qu'il est resté par terre, quelque chose lui vient aussitôt à l'esprit. Il se demande combien de temps s'est écoulé depuis que son cœur a été transpercé. Pourquoi est-ce qu'il est toujours en vie ? Je t'ai trouvé. Apparais. Toi qui détiens un grand pouvoir. Le garçon ouvre grand les yeux et se demande où est-ce qu'il est. Est-ce l'au-delà ? C'est un peu déserté. Cependant, le garçon se retourne et demande au maître des lieux qui est-il. Tu n'as pas péri. Les blessures physiques de ton corps ont déjà été guéries. Le garçon est surpris de constater qu'il est guéri, alors qu'il regarde à l'écran. Il demande au maître des lieux s'il est la cause de sa guérison. Le maître des lieux lui répond par la négation. Ce n'était pas lui qui l'a guéri, mais son propre pouvoir. Le garçon ne comprend rien. L'entité ne peut pas l'expliquer, car même lui, il n'est pas capable d'analyser correctement son pouvoir. Mais il peut dire que son pouvoir est garanti plus fort que celui de l'exterminateur. C'est à dire s'il peut le contrôler correctement. Le garçon lui demande s'il est en train de lui dire qu'on peut gagner ça. L'entité ne sait pas. Il ne nourrirait pas de grands espoirs. Cependant, il croit aussi qu'ils doivent se débarrasser de l'exterminateur. C'est pourquoi il transperce la poitrine du garçon et pense que maintenant il peut y aller. Il va lui prêter son pouvoir. Lorsque le garçon est revenu à lui, il attrape son épée tandis qu'une énergie sombre commence à l'envelopper. L'entité lui informe que c'est son pouvoir. Son pouvoir n'est pas quelque chose qu'il peut voir à l'œil nu. Le garçon lui répond qu'il comprend et se met aussitôt en action. L'exterminateur a senti quelque chose et se retourne aussitôt tandis que Grey s'apprête à le trancher. Ce dernier pense que c'est impossible. De là à penser qu'il restait encore une personne puissante. On dirait que ça a fait des dégâts. Il se précipite vers lui et pourrait même dire que son pouvoir est plus fort que lui. L'exterminateur lui répond de ne pas le sous-estimer. Avant de lui trancher en deux, le garçon est choqué, tandis que l'exterminateur le félicite de l'avoir forcé à utiliser tout ce qu'il a. Alors qu'il allait partir tranquillement, il ressent soudainement une présence effrayante.
Il se retourne et remarque un être complètement différent. Ce dernier bondit son épée vers le ciel et lance son attaque destructrice. L'exterminateur ne s'attendait pas du tout à ça. Il crée aussitôt une barrière magique et demande à Gray s'il est vraiment humain. Le garçon ne se soucie guère de sa question et lance aussitôt son attaque. L'exterminateur la regarde, mais c'était trop tard pour esquiver au dernier moment, tandis que sa barrière magique s'est fait décimer par cette attaque avant de l'atteindre directement. Gray lui demande à son tour s'il est vraiment humain. C'est sa question. Gray demande à l'exterminateur s'il est encore en vie. Sa force est loin d'être négligeable. Eh bien, je vais simplement t'écraser encore et encore jusqu'à ce que tu meures. Gray lui trancha aussitôt, tandis que du sang doré commence à sortir de son corps. Il traite Gray d'espèce de monstre. Il se concentre prêt à utiliser sa technique d'écoulement du temps. Le garçon est surpris. On dirait que la nuit est soudainement tombée. Eh bien, et alors ? Il se précipite vers lui afin de prendre sa tête, mais une barrière l'en empêcha. Gray est choqué, tandis que l'exterminateur lui informe que tout cela est vain. Dans ce plan du véritable crépuscule, rien ne peut l'atteindre. Il doit cesser sa résistance inutile et admirer les étoiles. Le garçon observe le ciel et remarque quelque chose de loin qui s'approche de lui à grande vitesse. La voix de l'exterminateur demande au garçon si ce n'est pas magnifique avant de se faire écraser. L'exterminateur s'approche de l'explosion et lorsque la poussière se dissipa, il pense qu'il ne pourra pas revenir à la vie s'il est complètement réduit en poussière. Quelque chose commence à se fusionner avant de révéler sa véritable présence. L'exterminateur est choqué et pense que c'est impossible. La voix de l'entité se fait entendre. Quelle puissance incroyable il a accumulée. Cela devrait être suffisant pour le ramener. L'exterminateur crie avec colère le nom de Chronos. « M'entends-tu toi qui portes un grand pouvoir, en utilisant tous mes pouvoirs? Je vais te renvoyer dans le passé. » L'exterminateur traite Chronos, espèce d'enfoiré. Quant à l'entité, il pense que c'est tout ce qu'il peut faire pour lui. Il lui confie le destin de ce monde. Le garçon endormi a soudainement ouvert les yeux. Il s'assoit et se demande où est-il. Quelque chose attire son attention. Cet endroit, c'est son village natal. Le garçon pense qu'il ne devrait pas être là, puisqu'il a été détruit il y a 15 ans. Mais ce qu'a dit Chronos, c'est bel et bien arrivé. Le garçon sent que sa main lui fait soudainement mal. Il pense que cette blessure est due à cette époque où Belder et les autres s'en prenaient à lui. Il ne peut pas se laisser faire par des gars comme eux, mais ils étaient forts. Il ne peut pas les battre. En y repensant, vaincre l'exterminateur n'était qu'un rêve. Il réfléchira à comment les affronter quand il sera un peu plus fort. Il ne veut pas se blesser pour le moment. Le garçon ne s'attendait pas à ce qu'il soit tombé sur eux dès maintenant. Belder, accompagné de sa bande, informe au garçon qu'il le cherchait. Il lui a vraiment causé beaucoup d'ennuis. Le garçon resta silencieux tandis qu'on lui jette une épée et lui demande de la ramasser. Le garçon les observe tandis que Belder lui demande de ne pas faire l'idiot. Ils vont faire une simulation de combat. Le garçon lui répond qu'il est désolé. Mais sa blessure n'est pas encore complètement guérie. Merci pour l'invitation, mais il ne pourra malheureusement pas participer tant qu'il ne sera pas remis. Belder lui demande de ne pas s'inquiéter. La lame est émoussée, donc c'est sans danger. Le garçon lui répond que même émoussée, une lame reste un gros morceau de fer. Il suffit de frapper quelqu'un au mauvais endroit. Avant même de terminer sa phrase, une personne lui demande de fermer sa putain de gueule maintenant. Croit-il qu'il a le droit de dire non? S'il n'aime pas les épées, il n'a qu'à se battre sans armes. Il se précipite vers le garçon. Ce dernier pense qu'il veut lui frapper alors qu'il n'est pas armé. Qu'en est-il de la supposée simulation de combat? Avant d'être renvoyé dans le passé, un ancien médecin militaire lui a dit ça. La raison pour laquelle sa maîtrise de l'épée ne s'améliorait pas était à cause d'une blessure qu'il a eue quand il était petit. En y réfléchissant, c'est peut-être là que sa vie de loser a commencé. Alors qu'il s'apprête à trancher le garçon, il esquive l'attaque sans difficulté. Le garçon remarque quelque chose. Les coups de Belder étaient-ils toujours aussi lents? Le garçon esquive chaque attaque et pense que ce n'est pas ça. Belder lui traite d'enfoiré. Pourquoi il n'arrive pas à le frapper? Le garçon observe la lame et pense que c'est lui qui est devenu plus rapide.
L'un des amis de Belder pense que la façon dont il bouge, on dirait une personne complètement différente. Le garçon s'apprête à ramasser l'épée et pense que son corps n'est peut-être plus celui d'avant, mais il a gardé en mémoire toutes les batailles qu'il a menées. Belder s'apprête à le trancher, mais le garçon dévie son attaque jusqu'à lui faire perdre l'équilibre. Le garçon se demande s'il devrait vraiment se battre contre un tel amateur. Non, ce n'est pas quelqu'un qui mérite sa pitié. C'est ce genre d'ordures qui lui ont martyrisé parce qu'il ne pouvait pas se battre. Cela dit plus maintenant. Belder s'est fait désarmer et se retourne vers la direction de sa lame. Le garçon pense qu'il a lâché son arme aussi facilement, pire qu'un amateur. Il n'a probablement pas été entraîné à recevoir un coup d'épée. Mais bon, il imagine qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter, parce qu'il vient juste de lui apprendre que tant que la lame est émoussée, c'est totalement sans danger de frapper quelqu'un avec. Belder s'est fait trancher alors que son sang y est visible. Il crie de toutes ses forces. Le garçon se demande si ce n'était pas une lame émoussée. En l'observant, le garçon remarque qu'elle l'est vraiment. Si elle avait été affûtée, il aurait vraiment pu se faire tuer. Eh bien, il va garder la lame émoussée alors. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il crie autant? Celui qui lui a dit qu'une lame émoussée était sans danger, c'était lui, n'est-ce pas? Belder demande à ses amis ce qu'ils font à rester plantés là. Allez lui botter le cul. L'un d'eux, tétanisé par la peur, pense que ce gars est devenu trop fort d'un coup. Son ami lui suggère d'aller à plusieurs. Attaquons-le par derrière. Ils se précipitent tous vers le garçon, en veulent-ils encore? Belder leur demande de le tuer. Ils sont maintenant prêts à tuer le garçon. Ce dernier esquissa un sourire. Il allait laisser passer ça, mais maintenant c'est complètement différent. Après que Gray les a tous tabassés, ils se sont mis à genoux, suppliant pour leur vie. Il avait tellement peur de ces gars avant, mais maintenant, c'en est différent. Ils viennent bien du dojo de maîtrise de l'épée de Saria, n'est-ce pas? Belder lui répond par l'affirmative. L'un de ses amis lui répond qu'il se sentait assez fort. Il n'y allait plus trop ces derniers temps. Au sein de l'esprit de Gray, il se demande si c'est ça qu'ils appellent assez fort. Il ne devrait pas trop en attendre de ce dojo, mais quoi qu'il en soit, il peut quand même lui être utile. Le garçon leur demande de lui présenter à ce dojo. C'est sur recommandation, n'est-ce pas? Belder lui demande s'il ne pourrait pas demander à quelqu'un d'autre. S'il dit au maître qu'il a perdu, il ne préfère même pas imaginer sa réaction. Alors, devrions-nous continuer ce qu'on faisait? Belder se met aussitôt à courir. Il va lui présenter à ce dojo. Il est juste par ici. Ses amis lui demandent d'attendre un peu, mais ce dernier ne se soucie guère de leur demande. Dans une petite ville, alors qu'il marche tranquillement, Belder demande au garçon pourquoi veut-il aller à un dojo. Le garçon lui demande si ce dojo peut lui recommander pour l'académie. Belder lui répond qu'il a juste entendu un truc comme ça. Le garçon lui informe que c'est pour ça qu'il veut y aller. L'un d'eux pense que le garçon est déjà assez fort sans avoir besoin d'entrer à l'académie, comme ce serait bien si c'était vraiment juste suffisant. Même l'équipe la plus forte du monde n'a rien pu faire contre l'exterminateur. Même quand il a utilisé ce pouvoir, il n'a pas pu lui infliger la moindre égratignure une fois qu'il est devenu sérieux. Il ne sait pas à quel point il doit devenir fort pour battre cette chose. Cependant, ce n'est pas comme s'il n'avait aucune piste. À ce moment-là, il l'a ressenti juste une seconde, mais il a réussi à contrôler ce pouvoir obscur. Ce sur quoi il s'est concentré à cet instant était la maîtrise de l'épée que lui avait enseignée la sainte de l'épée. S'il avait passé plus de temps à s'entraîner, dans les mêmes conditions qu'elle, peut-être que le résultat du combat aurait été différent. C'est sûrement pour ça que Chronos l'a envoyé ici. Donc si elle comprend bien, ce qu'il essaie de lui dire, c'est qu'il a voulu s'en prendre à un civil avec les techniques de maîtrise de l'épée qu'elle lui a apprises et qu'il a fini par se faire botter le cul en retour. Cette fille est l'instructrice du dojo de maîtrise de l'épée, son nom est Saria. Belder lui répond qu'il ne voulait pas s'en prendre à lui, c'était une simulation de combat. D'un simple geste, l'instructrice le met hors d'état de nuire, tandis que ses amis tremblent de peur. Qui lui a autorisé à se chercher des excuses? S'il appelle simulation de combat le fait de tabasser quelqu'un qui ne porte pas d'armes, alors, ce qu'il vient de leur faire subir était aussi une simulation de combat, n'est-ce pas? Ils doivent tous dégager et ne jamais remettre les pieds ici.
À partir de maintenant, ils ne sont plus élèves de ce dojo. Ils acquiescèrent aussitôt avant de s'en aller. L'instructrice se retourne et répond au garçon qu'il est désolé pour tout ça. On dirait que ses anciens élèves lui ont causé pas mal d'ennuis. Le garçon lui répond qu'elle n'a nullement besoin de s'en faire. L'instructrice lui remercie. Bref, elle a entendu dire qu'il voulait une recommandation pour l'académie. Le garçon lui répond que c'est exact. En guise d'excuse pour les ennuis causés par Belder et ses amis, même si elle pouvait lui écrire une lettre de recommandation. Elle doit d'abord évaluer ses compétences. Le garçon lui répond qu'il comprend. Elle lui laisse attaquer en premier. Il doit l'attaquer dès qu'il est prêt. Le garçon lui répond qu'il arrive et commence aussitôt son enchaînement. La fille observe ses attaques et pense que sa maîtrise de l'épée est plutôt efficace pour son âge. C'est comme s'il avait combattu de nombreuses fois auparavant. Le garçon bloque son attaque et s'apprête à lui asséner un coup puissant. La fille dévia son attaque et pense que Belder et les autres ne font pas le poids face à lui. Son style de combat est essentiellement autodidacte, mais de temps à autre, sa technique est similaire à celle enseignée à l'académie. Est-ce que quelqu'un lui aurait transmis ce savoir ? Mais c'est encore grossier. Il a beaucoup de talent, mais il n'est encore qu'un diamant à l'état brut. C'est dommage de voir ça toucher à sa fin, mais il est temps d'en finir. Elle se précipite tandis que le garçon en fait de même avant de contrer son attaque. Ils enchaînent à nouveau des attaques diverses tandis que la fille remarque que c'est étrange. Pourquoi ne faiblit-il pas ? Comment peut-il encore suivre son rythme ? Elle voulait juste tester un peu ses compétences, alors pourquoi est-elle obligée de tout donner ? Et pourquoi est-elle si effrayée de cet enfant ? Le garçon se concentre avant de lancer son attaque. La fille l'évite et pense qu'elle avait un mauvais pressentiment, mais ce n'était qu'une attaque hasardeuse. Elle remarque l'état du garçon et pense qu'il vient enfin de révéler sa faiblesse. Tout s'arrête ici. Alors que son attaque se dirige droit vers le garçon, un détail attire son attention. La fille remarque qu'il n'en reste qu'une partie de son épée. La fille remarque qu'elle ne tenait que la moitié de son épée en bois. Quant à notre protagoniste, il pense que cette sensation est la même que la dernière fois, ce qui signifie donc qu'il possède encore ce pouvoir. Il a senti une douleur insupportable et ne pouvait pas rester debout. La fille lui demande ce qui ne va pas mais au sein de son esprit. Il pense que son corps n'a pas supporté la quantité de ce pouvoir. Il se relève difficilement et répond à la fille que tout va bien. Il pense qu'il ne doit pas utiliser ce pouvoir à la légère. Il regarde la fille et se demande s'il doit lui en parler à propos de ça. Le garçon ferme les yeux et pense que ce n'est pas nécessaire. Même s'il lui disait ça, elle ne lui croirait sans doute pas et en plus, il ne le contrôle pas. Il répond à la fille qu'il s'est juste un peu laissé emporter. La fille observe son épée et pense que logiquement, c'est absolument impossible de briser son épée avec une simple épée en bois d'entraînement et elle est sûre que lui aussi en est conscient de cela. Le garçon lui demande si quelque chose ne va pas. La fille pense qu'il ne veut pas en parler. Très bien. Il lui a dit vouloir une lettre de recommandation pour l'académie, c'est bien ça ? Le garçon le confirme. Il a entendu dire qu'elle peut lui en donner une. La fille lui répond par l'affirmative. Elle pourrait certainement lui recommander à la plus prestigieuse institution d'enseignement du royaume, qui est l'Académie royale de maîtrise de l'épée. Mais elle ne va pas l'y recommander parce qu'il n'est pas fait pour cet endroit. Après avoir entendu ces paroles, le garçon s'est senti déprimé. Au sein de son esprit, il pense qu'il le savait déjà. Il n'est pas assez fort. Et après tout, il n'a quasiment rien pu faire. Sauf à la toute fin. Mais la fille lui informe que l'endroit où il doit aller, c'est l'Académie de l'Union mondiale. Pas la plus prestigieuse du royaume, mais la plus prestigieuse du monde. Le garçon est surpris et pense que l'Académie de l'Union mondiale est bien l'endroit que la Sainte de l'épée et les autres ont été formés. Le garçon lui demande si quelqu'un comme lui peut vraiment y entrer. La fille lui répond par la négation. Il s'en doute sûrement déjà, et son corps est loin d'être apte à devenir épéiste. Si c'est l'Académie royale, il pourrait peut-être s'en sortir avec ses aptitudes, mais ça ne passera jamais à l'Académie de l'Union mondiale. Comment diable a-t-il pu acquérir une telle technique avec un corps aussi faible ? Le garçon lui répond qu'effectivement son corps a tenu le coup. Au sein de son esprit,
Il pense que tous ceux qui viennent de cette académie sont de véritables monstres. Avec un corps comme celui-là, il ne pourra pas les rivaliser. La fille lui demande pourquoi il abandonne déjà et lui informe qu'il reste encore 9 mois avant l'examen d'entrée. Le garçon lui répond que ce n'est que 9 mois. La fille lui répond qu'elle ne dit pas que c'est suffisant, mais elle veut qu'il lui fasse confiance. Durant les 9 mois à venir, est-il prêt à souffrir ? Le garçon lui répond qu'il n'a pas envie de souffrir, mais il le fera. Il demande à la fille de prendre soin de lui durant les 9 prochains mois. La fille esquissa un sourire et pense que c'est une bonne réponse, alors que ton enfer commence. Le garçon commence l'entraînement infernal afin de renforcer l'endurance de son corps. Ainsi, les jours commencent à se compter jusqu'à ce que les mois passent de plus en plus vite. Et 8 mois plus tard, le garçon en est complètement différent de la personne qu'il était. La fille remarque qu'il a beaucoup gagné en muscles. À partir de maintenant, elle n'a plus rien à lui apprendre. Il peut y aller avec confiance. Mais il reste encore un mois avant l'examen. La fille lui informe que passer un examen dans un endroit qu'il ne connaît pas ne sera pas si normal. C'est pourquoi il vaut mieux arriver plus tôt. Elle donne au garçon de quoi payer le voyage et un mois de vivre. Le garçon ne veut pas l'accepter. Partir un mois plus tôt n'est-il pas trop ? C'est comme si elle veut le chasser du village. La fille pense qu'il réfléchit trop, mais le garçon lui informe qu'il a entendu dire qu'une tanière d'ogres a été découverte près d'ici, et il n'y a presque pas de garde dans ce village. La fille pense que c'est vrai, mais ça ne les concerne pas. Des renforts viendront de la capitale royale. Alors, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Il doit partir pour son examen sans inquiétude. Le garçon l'observe et pense qu'elle ment. Aucun secours ne viendra jamais dans ce village, et juste avant que le village soit détruit, son maître perdra la vie. Ils ont dit qu'elle avait été tuée en partant seule affronter les ogres. Le garçon répond à son maître que c'est entendu, et la remercie pour tout. Maintenant, il va y aller. La fille, un peu rassurée, espère qu'il réussisse l'examen. Le soir, au clair de lune, une personne s'avance et inspecte les lieux. D'après le rapport des éclaireurs, elle pense que c'est la direction. Une voix lui demande « Où va-t-elle » Elle se retourne et remarque le personnage principal, tandis que ce dernier interpelle son maître. Après avoir vu le garçon, la fille l'interpelle et lui demande ce qu'il fait ici. Ne devrait-il pas être en route pour l'académie ? Le garçon lui répond que c'est sa réplique. Il pensait qu'elle avait dit que la tanière des ogres serait prise en charge par des gardes de la capitale royale. La fille lui répond que ces derniers ont dit qu'ils ne pouvaient pas venir à cause d'une urgence, alors elle a décidé de s'en occuper elle-même. De toute façon, elle peut gérer ça toute seule. Elle connaît la force de l'ensemble des ogres grâce au rapport des éclaireurs. Leur boss est un ogre d'élite. Et il y a entre 40 et 50 monstres au total. Elle reconnaît que ce nombre de sbires peut être délicat à gérer. Au sein de l'esprit du garçon, il pense qu'un ogre d'élite n'est pas si fort tout seul. Mais la vraie force d'un ogre réside dans son intelligence et son aptitude à commander. Vu le risque d'être encerclé, c'est du suicide d'y aller seul. Et il y a une chose dont il est certain. S'il laisse son maître y aller seul, elle ne reviendra pas vivante, et le village sera détruit par ces monstres. C'est cet avenir qu'il a vu de ses propres yeux. Il demande à son maître de l'emmener aussi. Mais elle refuse de l'accepter. Comme elle l'a dit, elle peut s'en occuper seule. Le garçon lui répond qu'il ne veut pas manquer une chance de gagner de l'expérience en combat réel, ou peut-être qu'elle pense qu'il va la gêner. La fille lui répond qu'il le sait très bien qu'il ne la gênera pas. Elle ne peut même plus le battre en entraînement. Mais personne ne peut prédire ce qui va arriver dans un vrai combat, particulièrement face à un antre de monstres formé aussi soudainement. Pour une mission aussi dangereuse, mieux vaut attendre qu'il ait un peu plus d'expérience dans les combats réels. Alors si elle insiste vraiment pour y aller seule, dans ce cas, il a une idée. La fille est prête à l'entendre, mais le garçon lui informe qu'il va l'affronter, lui assommer froidement, et s'occuper des ogres lui-même. Le garçon l'observe, tandis qu'elle reste silencieuse, alors que le vent calme de la forêt apaise un peu son cœur face à ce défi sans précédent. Elle esquissa un sourire et dit au garçon qu'elle se rend. Mais il doit lui promettre une chose. Quoi qu'il arrive, il doit revenir en vie. Le garçon baisse son épée et lui répond que c'est bien son intention. Il demande aussi à son maître de ne pas mourir. La fille pense que la réponse est claire, alors qu'ils s'en aillent ensemble.
Quelque temps plus tard, alors que la lune brille, au-dessus du village des ogres, ils observent la situation afin d'établir un plan, un terrain sans aucune possibilité de fuite. Cela signifie qu'ils ont sacrément confiance en eux pour bâtir un antre dans ce genre d'endroit. Eux aussi, ils ne peuvent pas fuir non plus. Ils sont confrontés à des monstres intelligents. Il vaut mieux rester prudent. La fille lui répond qu'elle le sait. Elle observe un peu leur village et informe au garçon qu'elle ne voit pas leur boss nulle part. Il est probablement dans sa tente. Elle espère qu'ils pourront réduire leur nombre avant qu'ils ne sortent. Elle demande au garçon d'éliminer un par un chaque ennemi qu'il voit de ce côté. Quant à lui, elle passe de l'autre côté. Le garçon lui répond qu'il a compris. Bien, dans ce cas, c'est parti. Ils se mettent aussitôt à l'assaut, tandis qu'un ogre la remarque avant de se faire décapiter. Un autre remarque la tête de son frère et interpelle aussitôt ses semblables. D'un autre côté, ils se sont rassemblés, mais une main tenant une épée les a tous massacrés, tandis que la fille en fait de même. Leurs têtes se font couper tandis que leurs membres se font trancher avant de laisser place avec leur corps sans vie dispersé partout. La fille pense que c'est plutôt pas mal. Est-ce vraiment sa première fois ? Le garçon demande à son maître de rester sur ses gardes s'il vous plaît. Ce n'est que le début. Au sein de son esprit, il pense que c'est étrange. Ils sont trop faibles. S'ils sont si faibles, le maître pourrait clairement s'en charger tout seul. Sauf si, dans cette tente, le garçon n'a pas pu terminer sa réflexion. Il a senti un frisson qui parcourt tout son corps. Il dit à son maître qu'ils doivent partir. Ils doivent fuir aussi vite que possible. La fille lui demande ce qui ne va pas. Mais le garçon lui demande à nouveau de courir. La fille un peu confuse acquiesça au dernier moment, mais quelque chose venant d'une hauteur inimaginable les rattrape aussitôt. La fille voit que c'est l'ogre d'élite et pense que c'est un honneur que le boss vienne lui-même à eux. Le garçon lui répond que ce n'est pas le vrai boss. Ce dernier commence à émettre un son puissant, tandis que ses soldats sont prêts à le suivre. La fille demande ce que c'est. Le garçon lui répond que c'est quelque chose de bien plus puissant que l'ogre d'élite. C'est un ogre général. C'est lui le vrai boss de cet antre. La fille est contrariée et pense qu'ils ne peuvent pas maîtriser un monstre pareil à eux deux. Elle demande au garçon de tuer celui-là et ils vont s'enfuir. Elle dévie l'attaque de l'ogre et observe son angle mort avant de lui asséner un coup fatal. La fille pense qu'elle l'a touché mais elle est choquée par la suite. La blessure de l'ogre se régénère avec une vitesse incroyable. La fille pense que ça ne sert à rien. Le garçon l'informe que le rugissement de l'ogre général renforce la puissance et la régénération de ses alliés. Voilà pourquoi il est aussi puissant. Il a l'impression de ne même pas pouvoir abattre un seul de ces ogres. Il dit à son maître qu'il lui confie ses arrières. Elle ne doit pas le vaincre mais juste lui faire gagner un peu de temps. Elle lui demande ce qu'il compte faire. On n'a qu'une issue, n'est-ce pas ? Ce salaud doit être éliminé.